Salut, je m'appelle Céline. Il y a 3 ans, mes parents ont pris ma bague de fiançailles. Ils ont dit que c'était pour la polir. La chose suivante que j'ai su, c'est que ma sœur marchait vers l'hôtel dans ma robe, portant ma bague avec mon fiancé. Tout le monde souriait. Personne n'a dit un mot. Ils ont appelé ça le destin. Ils ont dit que j'étais trop sensible. Ils ont dit qu'elle ne faisait qu'aider. Mais et s'ils ne m'avaient pas seulement trahi? Et s'ils avaient toujours prévu de me remplacer? Que se passe-t-il quand les personnes qui vous ont élevé sont celles qui ont orchestré votre effacement, pièce par pièce calculée? Leur pardonneriez-vous, ou les feriez-vous vous regarder reconstruire tout ce qu'ils ont essayé de prendre? Je ne m'attendais pas à un traitement de tapis rouge, mais je ne m'attendais pas non plus à voir mon nom au coin de la salle à manger, près de la porte battante qui menait directement à la cuisine. C'était le genre de siège que l'on donne à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de s'excuser souvent, ou à quelqu'un dont on ne s'attend pas à ce qu'il reste longtemps, pas à la future mariée. J'ai cligné des yeux, pensant que j'avais peut-être mal lu, mais c'était bien là. Céline, même calligraphie délicate que le reste, même papier cartonné ivoire que j'avais choisi à la main, juste déplacé. Je suis resté là une seconde de trop, le bourdonnement des rires en arrière-plan devenant plus aigu comme s'il avait remarqué mon hésitation. J'ai pris la carte et je l'ai portée au centre de la table. Maman. Béatrix s'est retournée, un verre de vin à la main, souriant avec le genre d'énergie qu'elle réservait aux déjeuners de charité et aux invités bien financés. Oh, ma chérie, te voilà. Les traiteurs avaient besoin de plus de place pour les serveurs près de la table principale, alors j'ai déplacé quelques petites choses. Tu seras bien là, plus près des boissons. Je l'ai regardée, essayant de trouver une trace de méchanceté ou même de malice, mais elle est passée à autre chose, rejetant ses cheveux en arrière et chuchotant quelque chose à Sarafen, qui a laissé échapper un rire doux comme du velours glissant sur du verre. Ce n'était pas seulement le siège. C'était la façon dont ma robe était encore suspendue dans la housse dans le couloir, tandis que Sarafen flottait dans une tenue crème ajustée, pas moins élégante qu'une robe de répétition de mariage, et la façon dont Malcolm m'a à peine jeté un regard de toute la soirée, ses yeux passant de son téléphone à de brèves conversations superficielles avec mes oncles. Chaque fois que j'essayais de croiser son regard, il regardait juste au-delà de moi. Plus tard dans la soirée, après que la plupart des invités soient sortis sur la terrasse arrière, je l'ai trouvé près de la cheminée en train d'envoyer un texto. Je me suis glissé à côté de lui sur le bord du canapé en velours. « As-tu demandé à maman de déplacer mon siège ?» Ses doigts ont plané au-dessus de l'écran un instant. « Quoi ? Non. Pourquoi ferais-je ça ? J'ai attendu un contact visuel. Il n'est pas venu. Il a posé le téléphone, mais trop lentement, comme si ses pensées y étaient encore. Elle avait probablement une raison. Tu sais comment elle est quand elle est en mode planification. Je n'ai pas insisté. Pas à ce moment-là. Mais l'air entre nous changeait. Je pouvais le sentir, comme être assis dans une maison dont les fondations se sont fissurées, mais dont les murs n'ont pas encore bougé. On ne voit pas les dégâts, mais le corps sait qu'ils sont là. Le lendemain matin, alors que nous installions l'arche de fleurs dans le jardin, maman m'a prise à part près de la cuisine. « Ta bague » a-t-elle dit en tendant la main. Je l'emmène pour la polir et la redimensionner. Le bijoutier dit qu'elle pourrait avoir besoin d'un léger ajustement avant les photos de demain. J'ai hésité. Nous ne prenons pas de photos de fiançailles avant la semaine prochaine. Elle a balayé cela d'un geste de la main. Juste au cas où. Ne t'inquiète pas. Je la récupère ce soir. C'était une bague que j'avais conçue moi-même, une fine bande de platine avec des arches entrelacées inspirée d'une cathédrale que j'avais vue à Barcelone. Elle n'était pas tapa à accent grave-l'œil, mais elle était à moi. Chaque ligne, chaque courbe, c'était moi. Ce soir-là, elle est revenue sans elle. Il la garde pour la nuit, a-t-elle dit d'un air léger. Le bijoutier a dit que la solution de nettoyage a besoin d'un temps de trempage plus long. J'ai hoché la tête, bien qu'un nœud se soit formé dans mon estomac. Quand j'ai croisé Sarafen dans le couloir plus tard, elle a souri, inclinant la tête juste comme il faut. Cette bague, elle irait bien à n'importe qui, tu ne crois pas? Je me suis arrêté. Pourquoi dis-tu ça? Elle a eu un rire, aigu et répété. C'est une blague, Céline. Détends-toi, Serette. Ne me fais pas l'inspecteur. C'était ça avec Sarafen. Elle savait toujours comment paraître légère tout en appuyant son talon juste assez fort pour laisser une ecchymose. J'ai essayé de l'ignorer. Je me suis dit que j'étais trop sensible.
Je me suis dit qu'elle ne faisait que la conversation. Mais la pensée ne me quittait pas. Alors que la nuit tombait et que les invités commençaient à partir, je suis passé devant la chambre d'amis en montant les escaliers. La porte était légèrement entr'ouverte. Sa valise était près du bout du lit, un coin non zippé. Je n'avais pas l'intention de regarder, vraiment, mais quelque chose en moi a ralenti. J'ai fait une pause, je me suis penché légèrement, et c'était là, ma boîte à bagues nichée parmi ses foulards en soie et sa trousse de maquillage comme si elle lui appartenait, comme si elle ne m'avait jamais appartenu. Je suis resté là un souffle de trop, assez longtemps pour sentir l'air se resserrer autour de moi. Je n'ai pas frappé. Je n'ai pas appelé son nom. Je me suis juste retourné et je suis retourné dans ma chambre. Chaque pas faisant écho à quelque chose que je ne voulais pas encore admettre. Et c'est là que j'ai réalisé que je n'étais pas paranoïaque. J'étais en train d'être remplacé. La lumière du matin a traversé les volets avec une précision qui semblait importune. J'ai ouvert les yeux, mes oreilles captant le rythme étouffé des rires en bas. Des assiettes qui tintent, des pas légers. Il y avait une sorte de joie qui ne correspondait pas au nœud qui se serrait dans mon estomac. J'ai pris mon temps pour m'habiller, bougeant lentement. Quand je suis finalement descendu, la table était déjà pleine. Des fruits frais, des muffins chauds, des serviettes en lin pliées juste comme il faut. Sarafen était au centre, ses cheveux lâchement attachés, rayonnante comme quelqu'un qui n'avait pas veillé tard à manipuler les ombres. Béatrix versait le café. La voilà. Bonjour, ma chérie, a-t-elle dit sans tourner la tête. On finit juste ici. Tu veux des œufs ou du pain grillé? Ma chaise était déjà tirée à côté de la porte de la cuisine. Je me suis glissé sur le siège, essayant de ne regarder personne directement. Ma bague est de retour? Béatrix n'a pas fait de pause. Toujours chez le bijoutier. Il a dit qu'elle avait besoin d'un polissage supplémentaire. Tu réfléchis trop. Tu sais à quel point il est important qu'elle brille sur les photos. T'a-t-il appelé? Non, c'est moi qui l'ai appelé, a-t-elle dit. Laisse-moi m'occuper des détails. Tu as assez à faire. C'était son ton, celui qu'elle utilisait quand elle voulait que j'arrête de poser des questions. Doux, comme du miel qui avait tourné après trop longtemps au soleil. Sarafen a ri doucement à quelque chose que Malcolm a dit. Je n'ai pas saisi les mots, seulement la façon dont il se penchait légèrement vers elle, son coude frôlant presque le sien. Je n'avais pas faim, mais j'ai quand même épluché une clémentine, me concentrant sur chaque quartier comme s'il pouvait m'offrir une réponse différente. Je l'ai senti alors. L'odeur. Mon Burberry. Celui que j'avais laissé sur la coiffeuse dans ma salle de bain. Sarafen, ai-je dit, est-ce que tu portes mon parfum? Elle a cligné des yeux, puis a esquissé un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Oh, je pensais que tu l'avais laissé dans la chambre d'amis. Tu ne l'utilisais pas, ce n'était pas à toi de le prendre. Je ne l'ai pas pris, a-t-elle dit, la voix légère. Je l'ai emprunté. Mon Dieu, Solène, détends-toi. Tu es toujours si possessive. Béatrix a laissé échapper un léger rire. C'est un parfum, pas un héritage familial. Mais il ne s'agissait pas du parfum. Il s'agissait d'un schéma. Cet après-midi-là, alors que je déambulais dans le couloir en essayant d'éviter une autre série de discussions sur l'arrangement des fleurs, j'ai entendu deux cousines discuter près de l'escalier. Elle a eu la frousse, apparemment, a chuchoté l'une d'elles. Pauvre Malcolm, il avait l'air si secoué. J'ai entendu dire qu'elle était en pleine crise depuis des semaines. Peut-être qu'elle n'était pas prête. Elle ne savait pas que j'étais là. Et même si elle l'avait su, je doute que cela aurait compté. De l'autre côté de la pièce, Béatrix leur a offert un sourire crispé. Ne jugeons pas. Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour l'engagement. Je suis resté immobile. Mon cœur n'a pas battu la chamade. Il s'est arrêté. Parce que ce n'était pas seulement ce qu'elle avait dit. C'était la facilité avec laquelle elle l'avait dit. Comme si elle préparait le terrain pour une histoire à laquelle je n'avais pas consenti. Si vous ne racontez pas votre histoire, me suis-je souvenu avoir lu une fois, quelqu'un d'autre le fera, et il ne la racontera pas correctement. Plus tard dans la journée, j'ai trouvé Malcolm seul dans le bureau. Il était assis sur l'accoudoir d'un fauteuil, regardant la cheminée comme si elle avait des réponses pour lui. Je me suis assise en face, en prenant soin de garder ma voix égale. Veux-tu toujours m'épouser? Il a légèrement sursauté,
mais n'a pas détourné le regard. Tout va si vite, Solène. Peut-être qu'on a besoin de ralentir. Tu veux dire que tu as besoin de ralentir, ai-je dit. Il s'est gratté la mâchoire. Il ne s'agit pas d'avoir besoin d'espace. Je pense juste que tu es submergé. Le stress, la planification. Je l'ai coupé. Ou peut-être que tu es déjà ailleurs. Il n'a pas répondu. Je me suis levé, je lui ai lancé un regard que j'espérais qu'il se souviendrait. Dis-le maintenant ou ne le dis pas du tout. Mais ne te tiens pas à deux endroits en prétendant que c'est de la loyauté. Il est resté assis. C'était une réponse suffisante. Cette nuit-là, alors que la maison se calmait, je suis passé devant le bureau. La porte était légèrement ouverte et j'ai entendu la voix de ma mère, basse et égale. On ne peut pas la laisser gâcher ça. Elle ne sait pas ce qui est le mieux pour elle. Je me suis figé sur place. Ces mots sont tombés comme des pierres dans l'eau, chacun s'enfonçant plus profondément. Une autre voix, peut-être celle de Sarafen, a murmuré quelque chose en retour, mais je n'ai pas pu distinguer les mots. J'ai reculé, en prenant soin de ne pas faire de bruit. Mon souffle retenu, mais pas délibéré. Je n'étais pas seulement ignoré, j'étais en train d'être effacé. 2 semaines avant ce qui était censé être mon mariage, j'ai commencé à me sentir comme une invitée dans ma propre vie. C'était subtil au début. Des rendez-vous déplacés sans préavis, des appels retournés avec des retards vagues. La dégustation du gâteau que j'avais programmé des mois à l'avance a été soudainement déplacée à une meilleure heure, mais personne ne me l'avait dit. Je l'ai découvert parce que la boulangerie a laissé un message vocal remerciant Sarafen d'être venue plus tôt. Le fleuriste a annulé. Surbooké, a dit ma mère avec ce ton qu'elle utilisait quand elle cachait quelque chose derrière ses dents. On va juste simplifier. Peut-être que l'univers te dit de rester élégante et épurée. Épurée, comme si j'avais en quelque sorte rendu les choses trop compliquées. Je n'ai pas protesté. Je m'accrochais encore à l'idée que c'était peut-être juste comme ça que les mariages fonctionnaient, que tout le monde perdait un peu le contrôle vers la fin. C'est ce que je me disais, du moins. Mais il y avait des choses que je ne pouvais pas expliquer. Malcolm avait arrêté d'appeler le soir. Nous avions l'habitude de débriefer sur nos journées, de rire des petits accros de la planification. Dernièrement, il répondait aux textos des heures plus tard avec des réponses d'un seul mot. Occupé, disait-il. Avec quoi, je voulais demander, mais je ne l'ai pas fait. Puis est venu le matin qui a complètement brisé l'illusion. Je me suis réveillé tôt, toujours dans mon appartement à San Francisco, avec l'intention de descendre à Santa Barbara pour la dernière visite des fournisseurs. En attrapant mon téléphone, une notification a éclairé l'écran, un tag Instagram d'une de mes cousines. J'ai tapé dessus et elle était là, Sarafen, debout sous l'arche même que j'avais aidé à concevoir, dans une robe en soie blanche avec de la dentelle traînant derrière elle. Malcolm à côté d'elle dans le même costume bleu marine qu'il avait porté pour notre séance photo de fiançailles. La légende disait, l'amour trouve son vrai chemin. J'ai regardé, incapable de cligner des yeux. C'était le même lieu, les mêmes fleurs, même la bague, ma bague. La bague en platine de style cathédrale que j'avais dessinée sur une serviette, remise au bijoutier avec un sourire nerveux. J'ai laissé tomber le téléphone. Il y a un genre de trahison qui ne crie pas. Elle chuchote si fort qu'elle noie tout le reste. Le genre qui ne brise pas seulement votre cœur, elle réécrit la réalité. Et quand cette photo m'est parvenue avant un seul mot de quiconque que j'appelais famille, j'ai su que ce n'était pas une erreur. C'était une réorientation. Délibérée. Je suis monté dans la voiture, le cœur battant, et j'ai conduit directement à la boutique où j'avais commandé ma robe de mariée. J'avais besoin de toucher quelque chose qui m'appartenait encore, quelque chose qui confirmait que je ne perdais pas la tête. La propriétaire m'a accueilli avec confusion. Nous avons annulé votre commande la semaine dernière, a-t-elle dit doucement. Nous avons reçu un email de votre part ou de quelqu'un utilisant votre email disant que vous reconsidériez votre orientation. Ma voix est sortie plus petite que je ne l'attendais. Ce n'est même pas comme ça que je parle. Elle a incliné la tête, hésitante. C'était formel, très structuré. Il disait que vous vous retiriez de l'événement. Je suis tellement désolé. Je pensais que vous aviez changé d'avis. Je ne l'avais pas fait. Je suis rentré chez moi et j'ai vérifié mes emails envoyés. Il était là, un email que je n'avais pas écrit, horodaté du jour où j'avais laissé mon ordinateur portable sans surveillance dans le salon familial.
Il avait été envoyé depuis le Wi-Fi de notre maison. La conversation de groupe familial, autrefois remplie de mises à jour quotidiennes et de rappels, était maintenant silencieuse. Mais quand j'ai cliqué sur les réseaux sociaux, des cousins avaient déjà posté des photos de groupe de la cérémonie. Tout le monde souriant. #mariage d'Ouir. Personne ne m'a mentionné, pas même un texto. J'ai appelé mon père. Que s'est-il passé? Il y a eu une pause. Une pause trop longue. Il était trop tard pour réparer quoi que ce soit, a-t-il dit. Elle était déjà dans la robe. Les invités arrivaient. Ça aurait été le chaos de tout défaire. Elle était dans la robe, ai-je répété. Il a expiré, fatigué. Parfois, la vie se réorganise pour une raison, Solène. Pas d'excuses. Pas même une once de culpabilité. Plus tard cette semaine-là, une amie de l'université qui avait vu les photos du mariage en ligne m'a envoyé un message. Elle y avait assisté, ne sachant pas si elle devait, mais voulait maintenant que je sache ce qu'elle avait vu. Elle a envoyé une photo du livre d'or, une entrée écrite de la main de ma mère. Tellement heureuse pour vous deux, Sarafène et Malcolm. Vous étiez toujours faits l'un pour l'autre. Je l'ai lu 2 fois. L'encre était sombre, les boucles de ces lettres sans équivoque. Il n'y avait aucun doute que c'était la sienne. Je n'ai pas perdu un mariage. J'ai perdu toute une identité. 2 jours après leur mariage, je suis entré dans un café du centre-ville pour échapper à l'immobilité de la maison. Je n'avais parlé à personne depuis la boutique de robes, et je ne me faisais pas confiance pour entendre un autre mensonge bien intentionné sans m'effondrer en public. J'étais dans la file d'attente derrière une femme au visage familier. Lycée, peut-être. Elle s'est retournée, s'est illuminée de reconnaissance. Solène, waouh, ça fait des années. Tu étais radieuse sur ces photos. J'ai cligné des yeux. Pardon? Tes photos de mariage, elles étaient magnifiques. Cette robe, les fleurs, juste la perfection. Quelque chose en moi s'est tordu. Où les as-tu vues? Instagram. Tu es en tendance, en fait, a-t-elle souri comme si c'était un compliment. #mariage Solène Adli. Dingue, non? Je ne me souviens pas avoir répondu. J'ai laissé mon café sur le comptoir et je suis sorti. Le téléphone déjà en main, j'ai ouvert l'application et c'était là. Des dizaines de publications, des photos de Sarafène et Malcolm sous l'arche. Moi tagué dans les légendes, dans les commentaires, dans les métadonnées d'une vie qui n'a jamais été vécue. J'ai fait défiler plus vite. Certaines des photos de groupe provenaient de comptes familiaux, de mes oncles, de mes cousins. Sur l'une, je me tenais au bord du cadre, clairement en plein mouvement, recadré des repostes. À la maison, je suis passé devant l'escalier menant au salon familial et j'ai vu le mur de photos, nos portraits de famille. Celui de moi et Malcolm de notre séance de fiançailles avait été remplacé. Même cadre, nouvelle photo, Sarafène et Malcolm, tenus assortis dans les tons bleus. Ma mère a dû commander le tirage rapidement. Le cadre avait encore une étiquette coincée derrière la vitre. C'est une chose d'être oublié. C'en est une autre d'être remplacée. Plus tard cette nuit-là, j'étais assise dans mon lit, l'ordinateur portable sur mes genoux, regardant un épisode d'un podcast sur le design où Sarafène était invitée. Je ne m'attendais pas à grand-chose, principalement des platitudes et de l'autopromotion. Mais ensuite, elle l'a dit, pour moi, le design, c'est comme l'architecture émotionnelle. On ne construit pas seulement des murs. On crée des espaces où les gens peuvent respirer. J'avais dit ces mots exacts dans une interview 6 mois auparavant. Elle a souri à la caméra. Et quand vous trouvez un partenaire qui comprend cette fondation, vous le savez tout simplement. L'animateur rayonnait. Malcolm semble être ce genre de partenaire. Il est plus que ça, a-t-elle dit en rejetant ses cheveux en arrière. Il était fait pour moi. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste fixé l'écran. Elle ne voulait pas seulement mon homme. Elle voulait devenir moi. Seulement sans les cicatrices. Béatrix a appelé le lendemain matin. Dîner ce soir, juste nous. Il est temps de se retrouver et d'aller de l'avant. Je suis venu parce que j'avais besoin de réponses, pas de conclusions. La maison était remplie des mêmes odeurs que je me souvenais de mon enfance. Poulet rôti, romarin, de légères effluves d'huile de citron provenant du sol fraîchement nettoyé. Nous nous sommes assis autour de la table comme des acteurs entre 2 scènes. Béatrix a levé son verre.
À 2 nouveaux départs, a-t-elle dit. Et au fait de trouver celui pour qui on était fait. Ils ont tous levé leur verre. Pas moi. Je les ai regardés. Ma mère, mon père, les parents de Malcolm, même Sarah Fenn rire à des histoires dont je faisais autrefois partie. Ma place était techniquement à la table, mais je ne le sentais pas comme ça. Après, je suis sorti dans l'allée, les clés de voiture à la main. Mon téléphone a vibré, une invitation. Vous êtes invité au brunch du premier mois d'anniversaire de Sarah Fenn et Malcolm. L'expéditeur, ma mère. Il n'y avait même pas de message pour l'expliquer. Pas d'excuses, pas d'erreur. J'ai réalisé alors que ce n'était pas seulement de la trahison. C'était une exécution par exclusion. La salle de bal bourdonnait de conversations à voix basse et de verres qui tintent. Le genre de bourdonnement que l'on n'entend que dans les expositions de design où tout le monde prétend être moins impressionné qu'il ne l'est. J'étais venu à Los Angeles pour me vider la tête, pour me promener parmi des inconnus, pour respirer l'ambition de quelqu'un d'autre pendant un certain temps. Mais au moment où j'ai vu son nom dans le guide de l'exposition, mon estomac s'est retourné. Calista Interior, pouvait-on lire? Le titre de son panel, redéfinir l'identité côtière. J'ai traversé l'exposition, le cœur battant déjà, même si je n'avais encore rien vu. L'air sentait l'expresso et le parfum haut de gamme. Stand après stand, des portfolios brillants exposés comme des hôtels à Lego. Et puis c'était là, son espace. À première vue, ça avait l'air bien. Trop bien. Puis j'ai vu la courbe du banc intégré, la façon dont il épousait le coin de la fenêtre à l'angle parfait. Mon angle. Les étagères en cèdre du sol au plafond. Le plan d'éclairage en couche. Chaque centimètre était à moi. Mon projet non publié. Mon concept original qui n'avait jamais vu le jour au-delà de la table de la salle à manger de la maison de mes parents. Une femme à côté de moi a applaudi. C'est si frais, n'est-ce pas? Je me suis retourné, mais elle ne me parlait pas. La présentatrice au micro rayonnait. Sarah Fenn Quinn a apporté une nouvelle voix aux intérieurs côtiers. Jeune, vive, non alourdie par les conventions. Non alourdie. Ma gorge s'est nouée. Les applaudissements ont éclaté. Je me suis approché du mur de l'installation. Un petit code QR était discrètement fixé à la base. Je l'ai scanné avec mon téléphone. Il menait à un site de portfolio élégant, la première collection de Sarah Fenn. Le domaine avait été acheté 3 semaines avant la date de mariage que je n'étais jamais censé avoir. Alors que la foule commençait à se diriger vers le stand suivant, une voix familière m'a frôlé l'épaule. Cette pièce te ressemble tellement. C'était Nona, une autre designer de mes études supérieures. Elle ne m'a pas regardé, elle a juste continué à siroter sa boisson. Elle savait, et je savais qu'elle savait. Plus tard cette nuit-là, après être rentré à mon appartement à San Francisco avec trop de questions sans réponse tourbillonnant dans ma tête, j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai commencé à chercher dans de vieux emails, des connexions, des métadonnées, tout ce qui pouvait confirmer ce que mon instinct savait déjà. Je l'ai trouvé. Un email daté de 2 semaines avant la soumission du panel de Sarah Fenn, envoyé depuis le réseau Wi-Fi de notre famille à l'adresse d'une agence de design externe. En pièce jointe, le plan que je n'avais partagé qu'avec ma famille. Je ne l'avais jamais envoyé nulle part ailleurs. Je n'en avais jamais eu l'occasion. J'ai appelé Béatrix. Elle a répondu au 2e coup de sonnerie, sa voix déjà chargée. J'imaginais que tu le découvrirais. Tu savais, ai-je demandé. Tu n'en as rien fait, a-t-elle répondu froidement. Les idées n'appartiennent pas à une seule personne pour toujours. J'ai dégluti difficilement. Alors, de quoi s'agissait-il? D'efficacité, de branding. Nous avons soutenu la fille qui allait de l'avant, a-t-elle dit, comme si c'était une sorte de vertu. Et soudain, tout a pris sens. Le mariage, le silence soudain, la bague manquante. Ce n'étaient pas des trahisons isolées. C'étaient des étapes d'un plan. Malcolm est apparu sur une photo en ligne plus tard cette semaine-là, debout à côté de Sarah Fenn lors d'un autre panel, tenant une télécommande, montrant mon design comme s'il y était pour quelque chose. Il l'avait aidé à monter le pitch deck. Bien sûr qu'il l'avait fait. C'est pourquoi il était toujours trop occupé. Ils n'ont pas volé mes idées. Ils ont orchestré un vol en plein jour et se sont applaudis mutuellement pour l'exécution.
L'insulte finale est venue sous la forme d'un magazine sur papier glacé qui est arrivé dans ma boîte aux lettres 3 jours plus tard. Je n'y étais pas abonné. Quelqu'un s'était assuré que je reçoive un exemplaire. Sur la couverture, Sarafen, dans une combinaison en lin, posée dans un espace que j'ai immédiatement reconnu. Mon mur conceptuel, jusqu'à la texture du plâtre. Le titre disait « La voix visionnaire du chic côtier ». J'ai tenu le numéro dans mes mains, le cœur calme, les yeux brûlants. Non pas de tristesse, mais de clarté. Il ne s'agissait jamais seulement de la bague, de l'homme ou du mariage. Ils n'ont pas seulement volé mon mariage. Ils ont lancé une carrière sur mon silence. Je ne cherchais rien ce soir-là. Pas d'espoir, pas de conclusion. J'avais juste besoin de me débarrasser de choses. Après que le magazine avec le visage de Sarafen soit arrivé dans ma boîte aux lettres, j'ai commencé à purger de vieux contrats, des échantillons, des boîtes de brouillons, tout ce qui me rappelait la version de moi-même que tout le monde avait consommée sans permission. C'est là que je l'ai trouvé. Enfoui sous des documents fiscaux et des cartes d'anniversaire d'années que je me souvenais à peine. C'était là, une enveloppe, manuscrite, Rupert Langston en lettres serrées et soignées. Mon grand-père. Le cachet de la poste sur l'enveloppe datait d'une semaine après mon mariage qui n'en était pas un. Je suis restée assise là, sur le tapis du salon, l'enveloppe tremblant dans mes mains comme si elle était vivante. Je ne l'avais même pas remarquée dans la pile de courriers qui était arrivée pendant le chaos. Je l'ai ouverte. Solène, commençait-elle de sa main ferme. Ils réécriront le monde pour s'adapter à leur confort. Mais toi, tu construis de vraies structures. Ne te rabaisse pas, il y avait une fleur séchée scotchée au coin de la page. Une des petites fleurs qui poussaient près de la base de la cabane dans les arbres que nous avions construites, lui et moi, quand j'avais 9 ans. Je l'ai fixée un long moment. Ils te diront que ton silence est de la grâce. Mais tu sais mieux. Tu l'as toujours su. Ceux qui construisent ne doivent jamais avoir peur du bruit. La page se terminait sans aucune formule de politesse fleurie, juste son nom, juste la vérité. Je n'ai pas pleuré parce que ça faisait mal. J'ai pleuré parce que je me sentais vu. Dans toutes les performances autour de moi, les brunchs, les panels polis, les faux toasts, j'avais oublié que quelqu'un m'avait un jour regardé et n'avait pas bronché quand je faisais du bruit. Le lendemain après-midi, j'ai pris mon carnet de croquis pour aller dans un petit café-galerie du quartier de la Mission. Il avait une cour ouverte, un sol en briques fissurées et un expresso qui avait le goût de quelqu'un qui se souciait encore des petites choses. Je me suis assise près du mur de lierre, dessinant pour la première fois depuis des semaines. Mes lignes n'étaient pas encore nettes, mais elles étaient à moi. Est-ce le coin d'une cathédrale, a dit une voix à côté de moi. J'ai levé les yeux. Il avait des yeux calmes, une veste en laine grise, même s'il faisait soleil. Je l'ai vaguement reconnu. Un ami de Malcolm d'une collecte de fonds il y a des années, Ardan Voss. C'était censé l'être, ai-je dit, avant que tout ne se fissure. Il n'a pas demandé ce que je voulais dire. Au lieu de cela, il a fait glisser son café sur la table. Tu peux continuer à dessiner. Je ne t'interromprai pas. Nous sommes restés assis là 1 heure sans parler. Juste 2 personnes entourées de tasses en céramique et de projets oubliés. J'ai appris plus tard qu'il avait quitté le monde de l'investissement d'entreprise il y a des années, par choix, pas par scandale, ni par épuisement professionnel. Il a juste dit que ça ne valait pas le bruit. Au cours des semaines suivantes, j'ai continué à retourner à ce café. Parfois il était là, parfois non. Quand il y était, il apportait du thé au lieu de questions. Il demandait quel type de crayon j'aimais. Il n'offrait de ne rien porter pour moi et ne demandait jamais à voir ce que je dessinais à moins que je ne le propose. Un après-midi, je lui ai tendu une esquisse d'un escalier flottant encadré de verre. C'était brut, mais les lignes semblaient plus fortes qu'elles ne l'avaient été depuis longtemps. Celui-ci est en colère, a-t-il dit, non pas méchamment, mais solidement. J'ai ri. Tu es toujours aussi poétique. Non, a-t-il dit, juste honnête. J'ai commencé à dessiner davantage la nuit, sur des serviettes, au dos de reçus, et il n'a jamais essayé de s'en attribuer le mérite, ne m'a jamais appelé génie. Il se présentait simplement et écoutait. Puis un soir, alors que je lavais des pinceaux dans l'évier, mon téléphone a vibré. C'était Nina de l'exposition de design. Texto, Sarafen est en direct. Elle présente ton design de cathédrale dans 10 minutes. Connecte-toi. Je me suis séché les mains, le cœur battant déjà, et j'ai ouvert le lien.
Elle était là, à l'écran. Sarafen, debout devant un rendu de mon escalier, la voix claire, entraînée, souriante. Cet espace, a-t-elle dit, est né de l'idée que la hauteur n'a pas à être distante. Que la lumière peut vivre en tension. Mes mots, mot pour mot. J'ai regardé les commentaires défiler. Des cœurs, des applaudissements, l'un la qualifiant de visionnaire. Derrière moi, Ardent est entré avec une tasse de thé. Il a vu mon écran. Il n'a pas demandé ce qui se passait. « Tu veux la laisser finir ?» a-t-il demandé calmement. « Ou tu veux parler ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Mes doigts planaient au-dessus du clavier. Cette nuit-là, j'ai ouvert la bouche et finalement, ma voix a suivi. Je n'ai pas bougé au début. La diffusion en direct durait depuis 7 minutes au moment où je me suis suffisamment ressaisi pour m'asseoir et regarder vraiment l'écran. Sarafen se tenait devant un rendu 3D élégant projeté derrière elle, les yeux brillants, la voix polie comme si elle avait répété chaque mot devant un miroir pendant des semaines. Ce design, a-t-elle dit en désignant la structure derrière elle, est né de la conviction que les espaces nous façonnent avant que nous ne les façonnions. Je voulais quelque chose qui attire la lumière dans le silence, qui rende l'immobilité intentionnelle. Je connaissais cette phrase. C'était la mienne. Je l'avais écrite 6 mois auparavant dans un pitch que je n'ai jamais pu présenter parce que cet espace qu'elle présentait, ces ombres de verre en couche, la courbe de cet escalier, était mon design, mot pour mot, ligne pour ligne. Seule sa voix remplissait la pièce maintenant, et la mienne ne résonnait nulle part. Ardent était assis en face de moi, son expression indéchiffrable. Son ordinateur portable était ouvert, mais il ne le touchait pas. Il me regardait, pas elle. Le chat de sa diffusion était illuminé de cœurs, d'émojis de feu, de louanges. Si élégant. Visionnaire. Embauché-la hier. Des logos de sponsors clignotaient dans le coin. On lui offrait tout ce que j'avais construit, et ils appelaient ça de l'innovation. J'ai ouvert un dossier sur mon bureau. Ce n'était pas dramatique, juste un petit clic. À l'intérieur se trouvaient des croquis scannés, des photos, les horodatages originaux, mes métadonnées, un fil de mai de brouillon qui remontait à l'époque où j'avais conceptualisé pour la première fois l'espace devant lequel elle se tenait maintenant. Sans rien dire, j'ai téléchargé les fichiers sur un compte Instagram privé que je n'avais pas utilisé depuis des mois. La légende était simple. Le design ne concerne pas seulement l'espace que vous montrez. C'est la vérité que vous n'effacez pas, j'ai tagué l'horodatage, le fichier du studio, le premier email. J'ai utilisé les hashtags avec parcimonie. Hashtag designer original. C'était le sien. Je ne m'attendais pas à ce qui s'est passé ensuite. En quelques minutes, la publication a été repartagée. Des dizaines, puis des centaines de commentaires ont commencé à apparaître sous la diffusion en direct de Sarafen. Attendez, Solène Adly n'a pas posté ça l'année dernière. Ça ressemble au travail de quelqu'un d'autre. Vérifiez son carnet de croquis, Serette. Elle a continué à parler, sa voix ne faiblissant que légèrement, mais j'ai vu le moment où elle l'a remarqué. Le changement dans le chat, la confusion sur les visages au premier rang. Le modérateur s'est penché vers elle, a chuchoté quelque chose. Et puis l'écran s'est figé, une pause assez longue pour entendre ma propre respiration. Une alerte de dernière minute est apparue sur mon téléphone. Un blog de design venait de publier un article quelques instants auparavant. Sarafen Queen a-t-elle volé son design révolutionnaire? L'article incluait une ligne qui m'a fait expirer pour la première fois depuis ce qui m'a semblé des heures. Ardent Voss, investisseur privé et mécène créatif, a confirmé avoir vu le travail original dans le portfolio de Solène Adly il y a plus d'1 an. J'ai regardé Ardent. Il n'a pas souri. Il a juste hoché la tête. Elle est revenue à l'écran un instant. Son ton avait changé, plus plat. Nous rencontrons quelques difficultés techniques. Merci de votre patience. Et juste comme ça, le masque s'est fissuré. Nous n'avons pas parlé longtemps après la fin de la diffusion. Ardent s'est levé, est allé à la cuisine, a versé du thé dans la tasse que je laissais toujours près de l'évier. Il me l'a tendu et s'est rassis, faisant défiler silencieusement les retombées. J'ai reçu 3 demandes d'interview avant minuit. Une d'un podcast que j'admirais, une autre d'un magazine qui m'avait ignoré le printemps dernier. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Nous avons passé le lendemain en silence. Pas un silence gênant, le genre où les choses se mettent en place, où la vérité résonne plus fort que n'importe quel discours.
Ardan m'a envoyé un seul texto de l'autre côté de la pièce cet après-midi-là. Il disait, la vérité n'a pas besoin d'un microphone, juste du bon timing. Ce n'est que le 3e jour que j'ai reçu l'enveloppe. Blanche, propre, manuscrite, postée localement. À l'intérieur, une lettre de mise en demeure, une plainte formelle, un langage juridique mêlé de venin. Elle me poursuivait pour diffamation. Prétendant que j'avais endommagé sa marque, son image, son avenir. Ardan a feuilleté les pages, un sourcil arqué. Elle vient de faire sa plus grosse erreur. Je l'ai regardée. Si elle voulait une guerre, ai-je dit, la voix stable maintenant, elle aurait dû vérifier contre qui elle se battait réellement. L'enveloppe est arrivée un mercredi, remise en main propre, non postée. Du papier cartonné ivoire, épais et brillant, une élégante écriture cursive au centre. Vous êtes cordialement invité à un brunch pour célébrer le 1er mois d'anniversaire de Sarafen et Malcolm. Il n'y avait pas de message, juste une date, une heure et le blason de la famille Douir imprimé en haut comme si de rien n'était. Je l'ai fixé une bonne minute avant de le poser sur la table de la cuisine. Ardan est entré, a vu l'invitation et n'a rien dit. Il l'a repoussé vers moi avec 2 doigts, puis s'est tourné vers l'évier pour rincer sa tasse de café. Nous y allons, ai-je dit doucement. Il n'a pas répondu, mais j'ai senti le hochement de tête dans son silence. Le matin du brunch, le ciel était clair, mais l'air avait cette chaleur stagnante qui s'accroche à la tension. Nous avons conduit en silence. La main d'Ardan reposait légèrement sur le levier de vitesse entre nous. Il n'a pas demandé si j'étais sûr. Il n'en avait pas besoin. En arrivant dans l'allée, j'ai immédiatement remarqué le changement. La maison familiale avait l'hérédité. Les jardinières avaient été réarrangées. Le tapis sur le porche était neuf. Le goût de Sarafen, sans aucun doute. À l'intérieur, les murs avaient été repeints dans des tons de terre doux, chauds, tendance, stratégique. Et c'était là, suspendu dans l'entrée, à l'endroit exact où se trouvait autrefois ma photo de fiançailles avec Malcolm, un immense portrait encadré de Sarafen et Malcolm, souriant comme s'ils n'avaient rien volé du tout. Mon estomac ne s'est pas noué. Il s'est replié sur lui-même, puis s'est aiguisé. Je suis entré avant Ardan. La maison bourdonnait de conversation. Les verres tintaient. Quelqu'un a ri un peu trop fort. Tout était organisé. Sarafen accueillait les invités avec des bises et le même rire que j'entendais résonner de mon ancienne chambre quand elle faisait semblant d'être l'innocente. J'ai continué d'avancer. Dans la salle à manger, les invités se rassemblaient autour d'une longue table recouverte de pivoine blanche, de serviettes en lin et de cartons nominatifs personnalisés. J'ai repéré le mien, Solène Adli, placé exactement au siège le plus proche de la cuisine, encore une fois. Sarafen s'est retournée, sa voix chantonnant à travers la pièce. Toujours seule, Serette ? Le rire a fait le tour de la table. Je n'ai pas bronché. En fait, non, ai-je dit en m'avançant. Ardan, chéri. Et juste comme ça, il est entré depuis le couloir. Calme, propre sur lui, une puissance tranquille enveloppée dans un blazer bleu marine. Il a pris ma main sans hésiter. La pièce s'est tue. J'ai continué. Voici mon mari. Nous ne faisons généralement pas de brunch qui nécessite des étiquettes, mais nous voilà. Quelqu'un s'est étouffé avec son mimosa. Le sourire de Sarafen a légèrement vacillé. Tu ne dois une performance à personne, ai-je dit, principalement à moi-même. Mais parfois, le silence parle plus fort quand il est partagé. Avant que quiconque ne puisse parler, j'ai sorti une petite enveloppe blanche de mon sac à main. Je me suis dirigé vers mon père. Pour plus de clarté, ai-je dit. Il l'a ouverte. À l'intérieur, un transfert légal notarié, 51% de la propriété de l'entreprise d'Ardan, qui m'avait été offert la semaine après notre cérémonie privée. C'était mon nom sur le papier, en gras. Mon avenir. Le mien. Sarafen a laissé tomber son verre de vin. Il s'est brisé. Une ponction nette dans le calme poli. Le visage de Malcolm est devenu pâle. Sa mâchoire s'est crispée. Je n'ai pas regardé ma mère. Je me suis tourné vers la salle. Je ne sais peut-être pas ce que cet événement était censé célébrer, mais je sais ce que j'ai construit et ce que j'ai récupéré. Silence. Même la musique de fond s'était arrêtée. Béatrix se tenait là, essayant de sauver quelque chose. Ne faisons pas de spectacle, Solène. Oh, je ne fais pas de spectacle, ai-je dit.
Ce rôle était déjà pris. Puis est venu le déclic d'un appareil photo. Un journaliste invité, j'en suis sûr, pour l'exposition de Sarafen, se tenait près de l'embrasure, prenant des clichés. Une photo circulerait plus tard. Moi, debout avec Ardan, confiante, Sarafen en arrière-plan, penchée sur la tige brisée de son verre de vin. Alors que nous commencions à sortir, quelqu'un près de la table a murmuré juste assez fort, c'est elle qui a construit tout ça, pas Sarafen. Ils ont volé ma scène, mais ont oublié que j'avais construit les fondations. Le matin, les images du brunch avaient fait le tour, éditées, coupées, repostées avec des ralentis de réaction et des sous-titres dramatiques. Quelqu'un avait capturé le moment exact où Sarafen avait laissé tomber son verre de vin et s'était figé au milieu d'un sourire. Un autre clip montrait Ardan me prenant la main pendant que je restais ferme, prononçant mes mots comme une femme qui savait exactement ce qu'elle faisait. Internet lui a donné un nom. La mauvaise mariée. Je n'ai rien posté. Je n'ai pas commenté, expliqué ou défendu. Je n'en avais pas besoin. Le silence qui a entouré ma sortie ce jour-là était devenu plus fort que n'importe quelle déclaration. J'ai regardé depuis le canapé, pieds nus, le thé refroidissant dans ma main, alors que les présentateurs de nouvelles l'appelaient, le changement de pouvoir que personne n'a vu venir. Ma boîte de réception s'est remplie d'invitations à des podcasts, de demandes d'interviews, d'éditoriaux. J'ai ignoré chacune d'entre elles. Tu n'as rien à dire, a dit Ardan cet après-midi-là en plaçant un bol de tranches de pommes à côté de moi. Ils le disent pour toi maintenant. Et il le disait. Plus tard ce soir-là, un chroniqueur de design bien connu, un investisseur qui avait discrètement assisté au brunch, a publié un article intitulé « Le véritable architecte ». Il m'a décrite comme la visionnaire derrière le design qui a lancé un empire volé. Il n'a pas donné de nom, mais il n'en avait pas besoin. En quelques heures, des captures d'écran ont fait surface, de mets, de croquis, de chronologies, divulguées par une source familiale anonyme. Ma cousine Ava, je soupçonnais. Elle avait toujours trop remarqué pour rester silencieuse pour toujours. L'une des images comprenait une comparaison côte à côte de mon croquis à côté du pitch deck de Sarafen. Structure identique, phrasé identique, mise en page identique. Et en dessous de tout, une citation en gras. La vérité a des jambes. Elle arrive peut-être en retard à la fête, mais elle arrive toujours. Le lendemain midi, les sponsors de la marque de Sarafen avaient commencé à se retirer. Une déclaration de l'un d'eux disait « Nous réévaluons notre partenariat suite à de récentes préoccupations d'intégrité ». Les mots étaient stériles, mais l'intention était vive. Ses abonnés, autrefois farouchement loyaux, ont commencé à tout remettre en question. Est-ce que quelque chose de tout ça lui appartient? Elle a parodié l'histoire de quelqu'un d'autre tout ce temps. Pourquoi Malcolm n'a-t-il pas parlé? Et il ne l'avait pas fait. Pas une seule fois. Pas de communiqué de presse, pas de publication, juste le silence, ce qui, ironiquement, a fait plus de dégâts que le déni. En milieu de semaine, j'ai reçu un texto de Nona. Tu es de nouveau en tendance, mais cette fois pour les bonnes raisons. En pièce jointe, un lien vers un vieux clip vidéo, que j'avais complètement oublié. C'était d'une conférence que j'avais donnée il y a 3 ans dans une petite école de design. Je me tenais devant une classe, nerveuse mais fière, expliquant le pouvoir de l'architecture émotionnelle. Nous ne construisons pas seulement pour remplir l'espace, ai-je dit. Nous construisons pour remplir le silence. C'est là que vit la confiance. Cette phrase exacte était devenue la pièce maîtresse du moment le plus cité du podcast de Sarafen. La phrase qui lui avait valu l'invitation au TEDx que je n'ai jamais reçue. Et maintenant, la vidéo de moi la 10 ans en premier avait dépassé le 1 million de vues en moins d'une journée. Je ne l'avais pas mise en ligne, mais quelqu'un l'avait fait, quelqu'un qui s'en souvenait. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil, une étrange douleur se frayant un chemin dans ma poitrine. Pas de la douleur, plutôt une libération, une mue. Cette nuit-là, juste avant le dîner, un coursier a sonné à la porte. Ardan a répondu. Quand il est revenu, il tenait une enveloppe blanche à la main. L'écriture sur le devant m'a arrêté. De Sarafen. Il me l'a tendue sans un mot, observant mon visage alors que je la retournais une fois, puis une autre. Tu n'es pas obligé de l'ouvrir, a-t-il dit. Je l'ai posé sur la table à côté de ma tasse de thé vide. Je sais, ai-je dit. C'est pourquoi je pourrais le faire. Parce que parfois, la conclusion n'est pas pour la paix, c'est pour la clarté. La lettre est restée non ouverte sur le comptoir pendant la majeure partie de la matinée.
Je l'ai passé 3 fois en faisant du café, je l'ai enjambé en attrapant mes clés, et je l'ai regardé fixement en versant un thé que je n'ai jamais bu. Mais finalement, je l'ai ouverte, non pas parce que je le voulais, mais parce que prétendre qu'elle n'existait pas me faisait trop ressembler à elle. L'écriture de Sarafène était toujours cette écriture cursive soignée et forcée, comme si elle voulait que même ses excuses aient l'air organisées. Sauf que ce n'était pas vraiment des excuses. C'étaient des pages de justification. Tout a dégénéré plus vite que prévu. Je pensais que tu avais tourné la page. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Et la cerise sur le gâteau? Peut-être que nous pouvons toutes les deux prendre du recul et laisser les choses se calmer. J'ai tendu la lettre à Ardan sans dire un mot. Il l'a lu lentement, les lèvres pincées. Elle n'est pas désolée, a-t-il dit finalement. Elle a peur. 2 jours plus tard, l'histoire a éclaté. Ça a commencé par un article de blog sur un site de l'industrie de second rang. Une entrée décontractée, rien d'accusateur, juste réflexive. C'est drôle comme Sarafène Queen a un jour déclaré qu'elle n'était pas faite pour le mariage, mais a poursuivi le seul homme qui le lui a dit en face. Les commentaires ont explosé. À midi, quelqu'un avait mis un lien vers une vieille photo de gala d'il y a 5 ans. Sarafène se penchant trop près d'Ardan lors d'une collecte de fonds et Ardan reculant visiblement. Quelqu'un a déterré la citation de la même nuit. Je ne fais pas dans le faux. Ils ont fait le lien. Le même homme qui l'avait rejeté à l'époque avait discrètement épousé la sœur qu'elle avait trahie. Soudain, le récit a changé. S'agissait-il d'amour, ou avait-il toujours été question de contrôle? Le lendemain matin, plusieurs des partenariats de marque de Sarafène avaient disparu. Son image a été effacée des bobines promotionnelles. Un lancement de produit prévu a été discrètement mis de côté. Les forums en ligne bourdonnaient de spéculations. Un fil Reddit intitulé « L'obsession de devenir Solène Adly » a gagné en popularité. J'ai regardé cela se dérouler avec un étrange détachement. Je ne me sentais pas victorieuse, juste confirmée. Puis est venu le bracelet. Une influenceuse mode que je suivais a posté une photo souvenir portant une pièce en or vintage que Sarafène avait un jour prétendu être un cadeau de sa défunte tante. Mais je connaissais ce bracelet. Il appartenait à ma grand-mère. Je l'avais vu à son poignet chaque Noël jusqu'à l'année de son décès. Et je le savais parce que mon nom était gravé à l'intérieur. Il était censé être à moi. Il avait été à moi. Mon estomac s'est noué. J'ai sorti une copie de l'inventaire de la succession. Il était là. Article numéro 11. Bracelet jonc en or avec nom gravé à la main. Laissé à Solène. Béatrix l'avait pris du coffre-fort le mois après les funérailles pour le faire nettoyer. Je ne l'ai jamais revu jusqu'à maintenant. La réaction du public a été plus forte que ce que j'attendais. Qu'est-ce qu'elle a volé d'autre? Tout en elle est emprunté. Y a-t-il quelque chose de réel? Un commentaire s'est démarqué pour moi sous la publication de l'influenceuse. La réputation est ce que les autres pensent de vous. Le caractère est ce que vous savez de vous-même. Diane von Furstenberg. Je l'ai copié dans mes notes. Cette nuit-là, je me suis assise à la table de la salle à manger, la lumière basse, Ardan parcourant ses emails sur le canapé. J'ai ouvert mon ordinateur portable pour trouver un email marqué « Urgent » d'un éditeur. Ils avaient vu la couverture médiatique, lu les citations, regardé la vidéo de ma conférence sur le design. Ils ne voulaient pas d'un article élogieux. Ils ne voulaient pas de ragot. Ils voulaient mon histoire. Pas la version de Sarafène. Pas le silence de Malcolm. Pas le point de vue de Béatrix. La mienne. J'ai lu le message 2 fois avant de lever les yeux. Ils veulent que je l'écrive. Ardan n'a pas scié. Le monde a essayé de réécrire ta fin, a-t-il dit. Peut-être qu'il est temps que tu écrives ton début. Et pour la première fois, je n'ai pas eu peur de signer de mon propre nom. J'ai fixé le curseur clignotant sur le document vide un long moment avant de taper la première ligne. Il ne s'agit pas de. Puis j'ai appuyé sur retour arrière et je l'ai regardé disparaître parce que je n'écrivais pas par vengeance. J'écrivais pour la clarté. L'air du matin dans l'appartement était calme. Ardan a posé une tasse de café à côté de moi sans dire un mot. Il savait toujours quand le silence n'était pas de la solitude, mais de la concentration. J'ai enroulé mes mains autour de la céramique chaude et j'ai expiré. Ce ne serait pas un livre de révélation. Ce serait une réappropriation. J'ai commencé à rédiger les mémoires lentement.
Pas avec la trahison, pas avec le mariage, mais avec la petite fille qui s'asseyait sur les genoux de son grand-père, dessinant des escaliers et les appelant des ponts pour le ciel. C'est là que mon histoire a vraiment commencé. Bien avant que Sarafen ne décide de la voler. Chaque paragraphe ressemblait à une mue. À chaque phrase, je me sortais du scénario dans lequel il m'avait poussé. Je n'étais plus la sœur amère, la femme abandonnée, le personnage secondaire. J'étais l'auteur maintenant. Au milieu du chapitre 3, mon téléphone a vibré. J'ai failli l'ignorer jusqu'à ce que je voie le nom. Malcolm. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. J'ai besoin de te voir, a-t-il dit, pour dire certaines choses. Nous nous sommes rencontrés cet après-midi-là dans un café tranquille de Sausalito, un terrain neutre. Le brouillard était bas sur l'eau et le vent semblait plus froid que d'habitude. Il est arrivé à l'heure, comme toujours, toujours soigné, toujours calme, portant toujours le même après-rasage fade qu'il utilisait quand nous étions fiancés. Il s'est assis en face de moi comme un homme se préparant pour un entretien d'embauche. « Je te dois des excuses », a-t-il commencé. Je ne l'ai pas interrompu. J'aurais dû l'arrêter. Je savais qu'elle s'inspirait de ton travail. Je savais que ce n'était pas bien. Juste. Il a expiré. J'avais peur d'être le méchant de la famille. J'ai pensé que si je faisais profil bas, tout passerait. J'ai siroté mon café et je l'ai regardé se tortiller. Je n'ai pas besoin de ta culpabilité, ai-je dit doucement. J'avais besoin de ta colonne vertébrale. Puis il a détourné le regard. C'était la fin. Plus tard cette semaine-là, j'ai emballé le bracelet, celui que Béatrix avait pris du coffre-fort. Je l'ai enveloppé soigneusement et je l'ai glissé dans une enveloppe avec une courte note. Je ne t'efface pas. Je ne te laisse simplement plus me définir. Je ne m'attendais pas à une réponse. Aucune n'est venue. Et d'une manière ou d'une autre, ce silence a semblé plus fort que n'importe quel cri. Un matin, je me suis tenu devant le miroir de ma chambre, le même que j'avais évité pendant ces longs mois où je ne pouvais pas me regarder sans voir quelqu'un de remplacé. Maintenant, j'ai étudié la femme qui me regardait, fatiguée, mais pas brisée, plus âgée, mais pas moins. Chaque ligne sur mon visage était à moi, chaque cicatrice méritée. J'ai attrapé la boîte en velours que j'avais gardée au fond de mon tiroir et je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une bague. Pas d'ardent, de personne, juste une que j'avais achetée des mois auparavant en parcourant les antiquaires. Pas de diamant, pas d'inscription, juste de l'argent, solide, imparfait, à moi. Je l'ai glissé à ma main droite et j'ai souri. Cet après-midi-là, mon éditrice a appelé. Il y a une place au TEDx qui vient de se libérer. Il cherche quelqu'un qui a vécu ce qu'il écrit. J'ai de nouveau regardé le curseur clignotant. Cette fois, j'ai tapé la ligne et je ne l'ai pas supprimée. Je n'ai jamais été la femme dont ils ont parlé. J'étais celle qui écrivait la vérité dont ils avaient peur. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis levé. Donnons-leur une voix, ai-je dit à la pièce vide qui n'était jamais censée survivre. Parce que survivre ne suffit pas. J'étais prête à parler. La lumière en coulisses n'était pas particulièrement chaude ou accueillante, mais elle était stable, propre, et d'une manière ou d'une autre, cela semblait suffisant. Je me tenais là, un pied légèrement devant l'autre, alors que la régisseuse chuchotait, « Vous entrez en scène dans 30 secondes ». Elle m'a fait un rapide sourire, le genre réservé aux conférenciers qui n'étaient pas des célébrités, mais dont la présence avait du poids. Je n'étais pas nerveuse. Je n'ai pas serré mes notes. Je n'ai pas répété une dernière ligne dans ma tête. J'ai juste respiré, profondément et délibérément. Quand ils ont appelé mon nom, je suis monté sur le cercle rouge sous le projecteur. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression d'entrer dans une pièce qui m'appartenait vraiment. J'ai ajusté le micro, j'ai souri doucement et j'ai commencé. Ils ont volé ma bague, mon fiancé, mon nom, mais ils n'ont pas pu prendre ma voix. Il y a eu une pause, petite, respectueuse. Puis l'immobilité. Le genre d'immobilité qui se mérite, qui n'est pas donné. Je leur ai parlé de plans. Pas le genre technique, mais les émotionnels. Les plans invisibles que nous dessinons pour nos vies. Comment nous construisons des attentes sur des fondations que nous pensons solides jusqu'à ce que quelqu'un frappe juste assez fort pour révéler les fissures. Je n'ai nommé personne. Je n'en avais pas besoin. J'ai guidé le public à travers 3 plans. Le premier, mon design volé.
J'ai décrit comment il avait commencé comme un croquis au dos d'une serviette, une vision de lumière en couche et d'abri. Comment ce croquis avait été reconditionné, réétiqueté et vendu par quelqu'un qui n'en avait pas le droit. Le deuxième, mes fiançailles effacées. Je leur ai raconté ce que l'on ressent d'être remplacé sur une photo avant même que l'appareil ne clique. Comment une famille peut applaudir un mensonge quand la vérité menace l'image qu'elle a organisée. Le troisième, mes années de silence. Le temps où je pensais que le silence était noble, que se faire petit était poli, que ne rien dire était de la force. Une femme au premier rang a essuyé une larme. Un homme plus loin s'est penché, les coudes sur les genoux, hochant la tête lentement. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran derrière moi. L'image finale est apparue, une superposition reconstruite de ma vieille photo de fiançailles. Cette fois, non pas comme un souvenir, mais intégrée à mon design original. Des faisceaux de lumière douce se croisant à travers les lignes d'un rêve architectural, créant un espace pour une femme qui avait autrefois été effacée. Ils ont essayé de brûler mes souvenirs, ai-je dit. Je les ai reconstruits en quelque chose qu'ils ne peuvent pas toucher. Les applaudissements ont commencé, discrets au début, puis montant comme une vague. Je n'ai pas attendu qu'ils se terminent. Je suis sorti de scène, stable et entière. Dans la loge, mon téléphone a vibré. Un message de ma mère. Tu en as trop dit. Je l'ai fixé un instant avant d'appuyer sur « Supprimer ». Un moment plus tard, un deuxième message est apparu, celui-ci de l'ancienne aide-soignante de Rupert. Il aurait applaudi le plus fort. J'ai souri. Je n'ai pas répondu. Ardan m'a rejointe à la sortie, tenant un paquet plat emballé dans du papier craft. Il me l'a tendu en silence. À l'intérieur se trouvait un plan encadré, le design de ma cabane d'enfance, celui que j'avais dessiné au crayon à 9 ans. À côté de mon nom griffonné se trouvait un autre, à l'encre fraîche. Le sien. Tu n'as jamais eu besoin d'être sauvé, a-t-il dit. Mais je serai toujours aux côtés de la femme qui s'est sauvée elle-même. Nous ne nous sommes pas attardés. Nous n'avons pas posé pour des photos ni profité de la gloire. Nous sommes simplement sortis ensemble. Non pas vers un coucher de soleil, mais vers quelque chose de réel. Quelque chose que j'avais construit de mes propres mains. Je n'étais plus seulement la fille qui avait tout perdu. Je suis devenu la femme qui a reconstruit ce qui ne pouvait pas lui être pris en premier lieu. Moi.